Donc, programme scientifique en résidence, on est bien content de vous accueillir pour précisément le volet gouvernemental. Vous avez vu passer quelques volets, mais là, on est vraiment aujourd'hui à vous présenter scientifique en résidence pour les mandats qui vous permettent de faire une expérience de carrière au sein des gouvernements du Québec. Alors, c'est notre deuxième appel. Et on va aujourd'hui y aller un peu dans cet ordre-là. Donc, on veut premièrement avoir notre grand partenaire qui est avec nous, qui va prendre la parole en premier au secrétariat du Conseil du Trésor. C'est vraiment avec eux qu'on fait ce programme. Il est conjointement financé. Ensuite, on va vous parler en bref du programme. Donc, je sais que vous voulez savoir est-ce que vous êtes admissible, qu'est-ce que ça prend, c'est comment j'organise ma demande. Puis ensuite, on veut prendre un peu de temps sur quelles sont ces résidences. Il y en a plusieurs, mais on les a arrangées en groupe, on les a regroupées pour pouvoir vous en parler de manière succincte. Ensuite, on a quelqu'un de l'Obvia qui va venir vous parler. En fait, c'est un regroupement, c'est un réseau qui est beaucoup sur la gouvernance des données et qui fait beaucoup de recommandations auprès des politiques. Donc, c'est vraiment en lien avec ce que vous seriez amené à faire, certains d'entre vous, si vous allez vers une résidence en conseil scientifique. Donc, quelqu'un qui est là pour vous en parler. Et on a un résident qui est en ce moment à l'Assemblée nationale et qui aimerait vous parler de son expérience. On essaie de faire ça à peu près dans 30-35 minutes pour laisser le temps aux échanges et aux questions. Puis, on va aussi mettre sur écran le calendrier pour que vous puissiez bien vous projeter à travers le temps. Donc, la date limite s'en vient. Puis ensuite, ben, qu'est-ce que ça voudrait dire d'entrer en résidence si vous êtes retenu? Donc, on va y aller déjà comme ça avec Mathieu Savard du Conseil du Trésor parce que c'est un partenariat qui est vraiment à deux. Donc, je te laisse prendre la parole, Mathieu. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, enchanté, Mathieu Savard. Je suis content de vous rencontrer cet après-midi. Mathieu Savard, je suis le directeur de l'innovation en ressources humaines et des partenariats du côté du secrétariat du Conseil du Trésor, plus spécifiquement à l'intérieur de la direction principale de la gestion des talents. Donc, on est dans le sous-secrétariat qui est lié en fait à toute la stratégie gouvernementale en gestion des ressources humaines pour l'ensemble de la fonction publique. Donc, et la raison pour laquelle je suis présent cet après-midi, c'est essentiellement parce que ce projet conjoint dont on vient de discuter Marie-Pierre est piloté, si on veut, du côté de ma direction. C'est pour la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai deux de mes collègues qui s'occupent plus précisément du volet veille stratégique, recherche, qui m'accompagnent cet après-midi, qui sont aussi du nombre des participants. Donc, peut-être une petite mise en contexte, un contexte historique. C'est en 2021 que le scientifique en chef nous a sollicité, le secrétariat du Conseil du Trésor, là, afin d'identifier un représentant de notre organisation pour participer à un groupe de travail qui est le Forum Sciences et Politique du Québec. Je ne suis pas en mesure de dire si ce forum existe toujours. Peut-être, oui, il existe toujours. Il existe toujours. Je n'étais oui. malheureusement pas présent à l'époque. Ceci dit, c'est vraiment là que les bases ont été mises au niveau de notre partenariat. Et l'objectif de ce comité était de mettre en place des collaborations et des avenues complémentaires d'action, justement pour favoriser l'utilisation d'informations scientifiques dans l'appareil politico-administratif québécois. Donc, donc voilà. Les travaux de ce comité-là de travail ont mené comme c'est mentionné à l'écran, à la mise sur pied de ce fameux programme de scientifiques en résidence dont il est question cet après-midi, qui fait partie, c'est un acronyme, mais en fait, c'est la stratégie gouvernementale en gestion des ressources humaines 2023-2028. Il y a un axe précis à l'intérieur de cette stratégie gouvernementale-là qui vise à tirer profit des transformations du marché et dont le programme de scientifiques en résidence vient s'inscrire là, directement à cette stratégie qui est, vous pouvez la consulter, là, c'est un document qui est public, donc sans problème. Donc, voilà. Pour nous, l'objectif, quand je dis pour nous, pour le secrétariat du Conseil du Trésor, l'objectif de ce programme de scientifiques en résidence, c'est entre autres de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques
ainsi que des consensus scientifiques dans l'élaboration des mesures, des politiques, des méthodologies et d'orientation. Désolé de lire tout ça, mais essentiellement, le secrétariat du Conseil du Trésor, étant donné sa position dans la fonction publique, c'est l'organisation qui établit justement ces mesures-là, ces politiques, les différentes méthodologies, pas l'ensemble des méthodologies, mais les méthodologies qui sont plus de nature très transversale et horizontale pour l'ensemble de la fonction publique et qui va donner un bon nombre d'orientations. Donc, notre intention, désolé, j'ai un petit problème de micro. L'intention avec ce programme-là, c'est justement d'insuffler, si on veut, cet apport de connaissances scientifiques à l'intérieur de nos différentes prises de décision, de nos différentes réflexions lors de l'élaboration des mesures et de politiques. Donc, par le fait même, l'objectif, le sous-objectif est d'avoir des politiques publiques qui sont mieux adaptées aux besoins, et qui sont appuyés surtout sur les meilleures pratiques et des données probantes reconnues. Donc, vous l'avez possiblement déjà entendu, programme de scientifiques en résidence, l'intention première, c'est de justement faciliter la prise de décision sur la base de données probantes reconnues. Donc, on réitère cet intérêt, c'est vraiment un objectif hyper important pour nous, donc de s'arrimer plus efficacement au niveau de la fonction publique avec le fruit de la recherche et de l'innovation. Mathieu, si tu me permets, j'avais envie de dire, ici est un exemple de quelque chose sur lequel vous pourriez travailler, en fait. Mathieu vient de vous montrer qu'il y a eu une séance de travail. Il y a eu un forum qui s'est créé. Ensuite, ils ont eu la volonté au secrétariat du Conseil du Trésor de se dire, hey, on aimerait ça faire partie du programme. Ils ont monté le programme avec nous. Il y a des gens qui ont fait des recommandations tout au long. Donc, en ce moment, vous allez voir, on va vous présenter tantôt des mandats. Mais ça part de là, en fait, quand on est au sein du gouvernement, il faut l'intégrer à quelque part, cette volonté-là. Il faut le faire bien, il faut faire des recommandations, il faut décider comment on va structurer ça. Fait que moi, j'aime l'aspect un peu méta de ta diapo, Mathieu. Merci. Donc, je ne sais pas si tu voulais qu'on aille à la prochaine ou si... Ben, je pense que moi, je n'avais pas d'autres diapositives. C'était la seule que j'avais, il me semble. Mais effectivement, on peut passer peut-être au prochain intervenant. Mais je réitère vraiment notre intérêt du côté du secrétariat du Conseil du Trésor à mettre beaucoup d'emphase sur ce programme-là qui est très important et qui a un bel avenir, selon moi. Et mes collègues qui sont ici présents pourraient en témoigner pour ma part, c'est quelque chose de très important de faire le pont entre le fruit de la recherche scientifique et la prise d'action très concrète et la mise sur pied de projets pilotes novateurs. Là. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, vous êtes attendu au sein des gouvernements. On vous veut. Donc, c'est le message à retenir. Alors maintenant, je vais céder la parole à Émilie Rochette, qui est votre responsable de programme au Fonds de recherche du Québec. En fait, je ne vous ai même pas dit que je suis la directrice au Grand Défi de société au Fonds de recherche du Québec. C'est moi qui anime aujourd'hui. Je travaille directement avec le scientifique en chef et c'était aussi un programme qu'il voulait voir mis sur pied. Donc, Émilie, à toi de nous en dire plus sur ce programme. Oui, donc le programme scientifique en résidence, c'est quoi? Bien, premièrement, c'est une bourse d'excellence de type postdoctoral qui est octroyée par le Fonds de recherche du Québec de 50 000 par année avec une possibilité de renouvellement pour une deuxième année. Pour pouvoir poser votre candidature, il faut être titulaire d'un doctorat que vous avez obtenu au cours des 5 dernières années. On accepte. Vous pouvez aussi déposer votre candidature si vous êtes sur le point de déposer votre thèse, de faire votre dépôt initial ou vous êtes en processus là, entre le dépôt initial puis le dépôt final. Vous pouvez déposer votre candidature, il n'y a pas de problème. Vous devez déposer également l'ensemble des documents de la demande en français puisque le milieu d'accueil gouvernemental, tout ce qui est à l'écrit et à l'oral se fait en français. Donc, c'est important de pouvoir le démontrer d'entrée de jeu à l'écrit puis par la suite à l'entrevue à l'oral. Donc, vous devez être domicilié au Québec pendant la résidence.
Et puis, je voulais aussi vous mentionner que on attend que ce soit une expérience de carrière à temps plein, mais il y a aussi la possibilité là, de travailler à distance. Il y a plus dépendamment des ministères, des milieux d'accueil. Il y a déjà des personnes qui sont qui sont dans des villes différentes. Donc, vous allez pouvoir aussi là, avoir accès à du travail possiblement là, à distance avec des occasions là, de rencontrer les équipes également en personne. Donc, le programme scientifique en résidence, c'est pour vous, c'est vraiment une expérience de carrière qui a pour objectif de mettre à profit vos connaissances scientifiques, vos compétences transversales, votre capacité à analyser, à planifier les choses dans le temps au service d'un enjeu, d'un mandat plus complexe dans la fonction publique pour lequel vous allez pouvoir voir des retombées tangibles, là, évidemment, dans un milieu qui est non académique. Du côté des milieux d'accueil, les mandats ont été faits selon différents critères, mais c'est vraiment dans le but d'aller plus loin dans une réflexion stratégique ou une démarche qui est innovante, où est-ce que des fois l'expertise plus pointue n'est pas nécessairement présente dans le ministère. C'est vraiment pour un scientifique en résidence va être là pour vous appuyer dans une vision qui est plus 360, pour être critique, pour amener des nouvelles connaissances, puis vous soutenir dans vos réflexions, dans les réflexions, pas de vous, mais de soutenir les milieux d'accueil là, dans une réflexion plus 360. C'est également de pouvoir fournir aux milieux d'accueil des états de connaissances, d'identifier des consensus scientifiques, puis également être en mesure d'identifier des zones d'incertitude. Et finalement, les mandats visent à renforcer, là, vous pouvez être là également pour renforcer la capacité d'un ministère à faire des diagnostics d'une problématique sous plusieurs angles. Donc, d'une part, il y a les connaissances spécifiques, je dirais les domaines d'expertise, mais ce qui sous-tend tout ça, c'est vos compétences à vous qui sont plus transversales que vous avez pu acquérir pendant votre doctorat. Je pense que c'est important ici également de mentionner puis de bien comprendre que le programme scientifique en résidence, c'est pas un projet de recherche que vous allez implanter dans un milieu d'accueil. C'est pas un financement pour la poursuite d'un de vos projets de recherche avec lequel que vous êtes déjà en cours dans un postdoc, par exemple. C'est vraiment votre présence dans un ministère pendant un temps donné pour répondre à un mandat plus spécifique. Donc, je vous dis un petit mot sur la demande. Donc, on a vraiment l'intention de rendre le dépôt de candidature quand même simple avec des documents qui ne sont pas trop longs à remplir. Donc, le dossier doit être constitué d'une lettre de motivation, d'une proposition d'approche et ou d'action. On entend par là votre capacité à vous projeter dans votre rôle. Donc, si vous regardez les éléments du mandat sur la base de votre expertise, qu'est-ce que vous proposeriez au ministère? Comment vous proposeriez de fonctionner? Un CV abrégé, un résumé de votre thèse et une copie de votre diplôme ou une preuve de dépôt de thèse. Là. Puis pour ceux qui n'auront pas déposé encore, ça peut être un courriel là, du directeur ou de la directrice de thèse pour confirmer que vous êtes sur le point de déposer. Donc, c'est important dans votre demande. On vous sort un peu de votre zone de confort. En fait, c'est une demande où est-ce que vous devez mettre de l'avant justement vos compétences, votre expertise et le mettre en lien avec des objets du mandat. C'est sur la base de ça que les évaluateurs vont être en mesure de voir si vous comprenez bien, puis si vous êtes justement capable de mettre en lumière là, ces différentes votre expérience versus les objectifs du ministère. Également aussi, comment vous projetez cette expérience-là dans votre parcours de carrière. Ça démontre en fait votre motivation puis votre capacité à vous projeter dans le futur. Et puis, évidemment aussi, si vous avez des activités que vous avez faites de vulgarisation scientifique, de conseils scientifiques, de mobilisation de connaissances, toutes ces expériences-là sont très pertinentes à mettre en valeur dans votre candidature là, pour je dirais que c'est un point commun là, de l'ensemble des mandats, là, d'être capable de traduire de la connaissance scientifique en différents formats pour différents publics.
Donc, en ce moment, rapidement, je vous présente les 10 résidences qu'il y a dans 10 ministères. On a eu une première cohorte qui a été lancée à l'été où il y avait 13 résidences dans 13 ministères différents. Il y a certaines qui ont été comblées, d'autres non. Donc, en fait, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a décidé d'organiser le webinaire aujourd'hui puis d'avoir une stratégie un petit peu plus ciblée pour encourager les doctorants, doctorantes qui seraient rendus là dans leur parcours à déposer une candidature, à tenter leur chance, puis essayer de peut-être découvrir là, une expérience de carrière qui n'était pas anticipée. Donc, en ce moment, on a donc dans les 10 résidences qui sont affichées, on en a plus spécifiquement, il y a un besoin important, là, les ministères l'ont montré dans les différents mandats qui ont été déposés au cours de la dernière année. Donc, il y a vraiment un intérêt marqué de support quant à la gouvernance, l'organisation, l'analyse et aussi l'intégration dans des données gouvernementales et aussi l'intégration de l'intelligence d'affaires et l'intelligence artificielle dans ces processus-là. Donc, et avec des particularités là, spécifiques aux différents ministères qui ont lancé des mandats. Donc, là-dedans, on a le ministère du Transport et de la Mobilité durable, le ministère de la Justice, celui de la Culture et des Communications et celui des Relations internationales et de la francophonie. Ensuite, on a également une résidence sur les retombées de l'innovation dans le secteur bioalimentaire au ministère de l'Agriculture, 3 résidences différentes qui portent sur les thèmes de la petite enfance, des élèves en difficulté et de la pauvreté, exclusion sociale au ministère de la Famille, de l'Éducation et de l'Emploi de la solidarité sociale, et finalement une résidence au ministère de la Sécurité publique sur le brouillage d'ondes en milieu carcéral. Oui, donc un peu de tout pour tout le monde. Puis je pense que la valorisation de la recherche est vraiment au cœur de tout ça. Donc, Émilie mentionnait tantôt si vous avez fait de la vulgarisation, si vous avez essayé de produire certains rapports dans la recherche-action, si vous avez fait de la consultation à travers vos recherches et aussi si vous venez d'un regroupement dans lequel vous avez peut-être à l'interne de ce regroupement-là une position en tant qu'étudiant, étudiante ou même postdoc à aider la stratégie de votre regroupement. Parfois, c'est là aussi où on peut avoir acquéri certaines façons de valoriser la recherche ou de faire des recommandations, des orientations. Donc, je vais à l'autre ici. Alors, est-ce que Steve est avec nous? Est-ce qu'on a réussi à le faire Je pense que se oui. connecter? Oui? Je- Donc, Ça a l'air de peut-être fonctionner. que oui, super. Donc, je vous laisse aller. Puis, si vous préférez qu'on enlève les diapos, à vous de nous dire comment vous Non, voulez c'est bon, qu'on y... ça peut Parfait. être comme ça. Donc, bonjour, Parfait. bonjour tout le monde. Content d'être avec vous pour ce webinaire. En fait, moi, je vais vous parler de l'OVIA, mais aussi, je vais me présenter Steve Jacob. Je suis professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Et ça fait 25 ans que je fais de la recherche sur et avec l'administration publique. Donc, mes recherches sont à la fois des recherches que je mène personnellement, mais également des recherches qui sont en lien avec des mandats pour des ministères et des organismes. Et depuis quelques années, plus particulièrement avec l'Obvia, on fait des mandats en lien avec le gouvernement et l'intelligence artificielle et le numérique. Mais ma présentation est plus large. C'est pas uniquement sur l'Obvia, c'est vraiment sur ce lien, puisque, comme je vous dis, moi, ça fait plus ou moins 25 ans que je travaille à l'intersection entre le milieu académique et les milieux gouvernementaux. Et ce que j'observe, c'est en fait deux manières de faire de la recherche qui sont différentes mais qui sont complémentaires. Les manières de faire de la recherche quand on fait sa thèse de doctorat, quand on est à l'université, la principale motivation qu'on a, c'est en gros celle qu'on a eue en se levant un matin puis qu'on a une idée en disant je veux travailler sur tel sujet, c'est ma curiosité, je suis parti dans telle direction. Alors que lorsque l'on fait de la recherche au sein des organisations gouvernementales, c'est davantage pour répondre à un besoin de connaissances. Il y a un besoin spécifique qui existe au sein d'une organisation et sur la base de ce besoin, on va mobiliser nos connaissances scientifiques, nos approches, nos démarches scientifiques pour répondre, pour satisfaire ce besoin de connaissances. Donc, l'objectif entre les deux types de recherche, il n'est pas tout à fait le même. D'un côté,
avec ce qu'on fait davantage à l'université, c'est plus pour produire du savoir, produire de la connaissance, alors que du côté gouvernemental, c'est plus pour de la prise de décision, pour des actions à entreprendre et à mener, que l'on va s'appuyer sur la recherche. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est peut-être l'élément qui peut être perçu comme un bémol, mais pour moi, c'est pas un bémol, mais je vais quand même le mentionner, c'est le fait que quand on fait de la recherche pour les organisations publiques ou à l'intérieur des organisations publiques, ben, notre autonomie est un petit peu moins grande que celle que l'on a quand on fait une recherche à l'université, où on a beaucoup plus d'autonomie. Par contre, la contrepartie, c'est que l'utilité sociale des connaissances que l'on va produire, je le constate, est plus grande quand on est directement associé avec des organisations gouvernementales que quand on reste un peu tout seul à l'université à faire nos recherches en espérant un jour que un décideur va un peu lire ce qu'on a pu produire. Donc, c'est deux manières de faire de la recherche qui est assez différente. Et par rapport à ce que je mentionne, moi, ce que je trouve fascinant en faisant cette recherche avec les administrations publiques, ben, c'est que ça alimente ma recherche à l'université. Ça alimente mes propres recherches en me disant, ah, ben, c'est des questions que je ne me posais pas nécessairement, mais en ayant vu comment ça fonctionnait sur le terrain, ça m'amène à pousser les recherches différemment dans ce que je fais. Donc, être à cette intersection, je pense, c'est vraiment une plus-value. Puis pour vous donner un exemple, c'est là-dessus, je vais terminer sur des mandats qu'on a pu réaliser à l'Obvia avec des ministères, que ce soit le secrétariat du Conseil du Trésor, que ce soit le ministère cybersécurité et numérique. C'est le fait que on était amené à collaborer avec ces ministères pour développer notamment la stratégie d'introduction de l'IA dans le secteur public. Donc, au départ, on a fait des notes de recherche pour voir quels étaient les principes à mettre en évidence pour que l'intelligence artificielle soit utilisée au sein des administrations publiques. Donc, c'était un peu des revues de littérature classique, de l'observation et de l'analyse. Puis, une fois que le secrétariat du Conseil du Trésor a adopté cette stratégie et par la suite la création du MCN, on a continué à accompagner le MCN pour produire de la recherche qui pouvait permettre de mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui sont contenues dans la stratégie. Et avec d'autres ministères, on a aussi des éléments très concrets. Puis je vais simplement mentionner cet élément que je trouve, en gros, l'élément le plus intéressant quand on voit un peu l'incidence qu'un chercheur peut avoir sur des décisions qui sont prises. En 2021, l'UNESCO a adopté une recommandation sur l'éthique de l'IA. Et avec des collègues de l'Obvia, on alimentait la délégation québécoise en suggestions, en recommandations, en analyses par rapport à la littérature qu'on avait pu observer. Et donc là, en gros, on avait vraiment des échanges avec eux sur voici l'agenda, voici ce qui est discuté. Et à la fin, grâce à cette collaboration, on a pu faire inscrire dans cette recommandation internationale deux enjeux sur la question de la découvrabilité et de la révision des décisions automatisées. Et donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si il y a d'autres chercheurs qui l'avaient dit, mais le fait d'avoir ce canal de communication direct avec des personnes qui sont en train de participer à une négociation internationale, ben, ça a permis de faire ce transfert de connaissances d'une manière plus rapide que si on publie dans une revue scientifique. Donc, je vais m'arrêter ici. Je pense que vous voyez que je suis vendu à la collaboration, la participation avec les organisations publiques parce que c'est une autre manière de faire de la recherche, mais c'est aussi une très bonne manière de faire de la recherche. Merci beaucoup, Steve. Très intéressant. Et puis, moi, je veux rebondir sur un aspect. Steve nous a parlé d'alimenter sa propre recherche. Je pense que ce qui est intéressant de comprendre ici aussi, c'est que c'est une expérience de carrière. Ça ne veut pas dire que vous devez décider si vous voulez continuer avec une carrière académique ou si vous voulez complètement décider d'aller hors académique. C'est une expérience pour voir si ça vous allume, si ça vous intéresse. De faire mettre découvrabilité dans une règle internationale, ça peut vouloir dire qu'après, nous, on peut faire des choses au Québec en découvrabilité avec plus de facilité. Est-ce que ça vous allume ou est-ce que vous trouvez que c'est peut-être pas là où vous voulez avoir vos efforts? C'est quelque chose qui peut quand même alimenter après, quand vous allez dire, ben moi, peut-être que dans le fond, je veux retourner en académie aussi, c'est là que je me sentais bien, mais vous avez maintenant quelque chose d'unique à mettre dans votre CV. Il y a aussi ça qui est intéressant. Et puis, on te remercie beaucoup de nous avoir donné un exemple aussi d'une personne qui est à l'intérieur d'un réseau qui est dédié pour faire un lien avec les gouvernements. Il y en a d'autres dans vos réseaux aussi, il y en a dans vos universités, il y a des bureaux de transfert
pourquoi ne pas aller vers eux puis dire, ben, j'ai écrit une demande, je m'essaye, j'ai étudié un peu le mandat, j'ai le goût de mettre cette approche-là de l'avant dans ma candidature. Peux-tu me donner des conseils? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va parler au milieu d'accueil qui va ensuite me faire une entrevue? Donc, on vous recommande de chercher vos Steve à l'intérieur de vos réseaux. Et on serait rendu au moment où on aimerait bien entendre parler un résident. Est-ce que, Christophe, tu as réussi à te connecter? Que tu es là avec nous? Christophe semble avoir eu un contretemps. Peut-être qu'on peut, mais je vais tenter de le rejoindre là, pour vérifier. Mais on peut peut-être commencer à prendre dès maintenant des questions dans ce cas-là. Puis s'il réussit à se joindre, on pourra lui Parfait, oui, permettre de témoigner. je pense que c'est une très bonne idée. On pourrait déjà peut-être arrêter l'enregistrement.